Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne et comme je vous le disais, le sceau du secret a été enfin levé, un secret, on peut le dire, de polichinelle pour beaucoup d'Israéliens puisqu'il s'agissait d'une évidence pour tous, pour l'ensemble donc de la population israélienne. En septembre 2007, les Syriens découvraient avec stupéfaction que la centrale nucléaire qu'ils avaient construite très secrètement dans la région de Deir Hazour venait d'être totalement détruite par des avions de chasse. Alors aujourd'hui et depuis ce matin, il faut souligner que d'abord dans les médias internationaux au sein du monde arabe, en Syrie, on avait immédiatement accusé Israël d'être responsable de ce raid, mais jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, Israël n'avait jamais reconnu officiellement être responsable de cette attaque. Donc aujourd'hui, ce matin, la censure a été levée. Il est désormais permis de relater que cette opération qui portait le nom d'opération en dehors des sentiers battus a été réalisée à la perfection par une escadrille de chasseurs de l'armée de l'air israélien, des chasseurs F-16 et F-15. Cela s'est produit le 6 septembre à 0h45 et à ce moment-là, la radio des chasseurs de l'armée de l'air israélienne a crépité. Le commandant de l'escadrille a prononcé le nom de code Arizona qui signifiait que la centrale nucléaire syrienne venait d'être totalement détruite et que tous les avions revenaient sains et saufs en Israël. Les applaudissements ont retenti au quartier général de la Kiria à Jérusalem, dans le bunker qui est situé profondément dans les sous-sols donc de ce quartier général. Les quotidiens et l'ensemble des médias israéliens révèlent ce matin les détails des préparatifs de cette opération. Il s'avère que les services de renseignement israéliens avaient eu des informations depuis le début de l'année 2006 sur une implication des Syriens dans la construction d'une centrale nucléaire, mais ils n'avaient pas de preuves tangibles. Une opération conjointe du Mossad et des services de renseignement avait été lancée à travers le monde, mais sans succès. Ce n'est qu'autour du mois de mars 2007 que des sources ont fourni plus d'informations, qu'un nom s'est dégagé. Il s'agit d'Ibrahim Ottoman, le patron de l'agence syrienne pour l'énergie atomique. Les services secrets israéliens, le Mossad, a réussi à pénétrer dans sa chambre d'hôtel à Vienne et à récupérer, sans qu'il le sache, l'intégralité du contenu de son ordinateur. Et là, les Israéliens ont été stupéfaits de découvrir que Damas était en train de construire secrètement une centrale nucléaire dans la région de Deir Hazour. À partir de là, les équipes de travail conjointes des services de renseignement militaire du Mossad, de l'armée de l'air, se sont formés pour tenter de décider comment détruire cette centrale. Les Américains ont été mis dans le secret. Il a été très vite décidé de ne pas traîner afin que l'affaire ne puisse pas être révélée par les médias, ce qui aurait alors posé un véritable problème sécuritaire pour l'État d'Israël. Le défunt patron du Mossad à l'époque, Meir Dagan, a affirmé avant sa mort qu'il était clair depuis le début qu'Israël ne pourrait tolérer la présence d'une centrale nucléaire syrienne non loin de sa frontière. Durant l'été, l'opération s'est préparée. L'on estime qu'au sein des services de renseignement, la destruction de la centrale aurait dû conduire Assad à réagir en lançant des missiles sur l'ensemble du territoire israélien et peut-être même en déclenchant un véritable conflit, une véritable confrontation avec Israël. En juillet 2007, les Américains ont décidé de ne pas attaquer eux-mêmes cette centrale. Et finalement, c'est le Premier ministre de l'époque, Ehud Olmert, qui a donné l'ordre de détruire la centrale. Ce n'est que le 4 septembre que les pilotes de l'armée de l'air ont pris connaissance de la cible qu'ils allaient devoir détruire. Et donc, le 6 septembre, au milieu de la nuit, à minuit 45, ils ont déversé 17 tonnes de bombes sur la centrale nucléaire qui a été totalement détruite. L'opération en dehors des sentiers battus a été une réussite pour Israël. Israël qui était en danger existentiel si cette centrale était devenue opérationnelle. Et Bachar el-Assad, lui, a été totalement stupéfait par la destruction de sa centrale et il n'osera pas riposter contre Tsahal et contre l'État d'Israël. Voilà donc ce qu'il est permis de révéler officiellement ce matin dans tous les médias, des médias qui, après avoir laissé pendant 10 ans la priorité à leurs confrères à l'étranger pour raconter cette histoire, eh bien, peuvent maintenant le faire eux-mêmes, et c'est ce qu'ils font depuis ce matin à 5h du matin. Il faut souligner
que dans la radio israélienne Galei Tzahal que Reshet Bet, la radio israélienne générale, diffuse depuis 5 heures ce matin des éditions spéciales pour relater en détail cette histoire avec l'ensemble des témoins et des acteurs de cette opération. On peut parler de véritables films d'espionnage mais parfois la réalité dépasse la fiction. Ainsi, le Israël Hayom consacre, il faut le souligner, vous pouvez peut-être le voir maintenant, oui, effectivement, vous pouvez le voir à l'image. Le Israël Hayom consacre toute sa première page à cette histoire avec des photos de la centrale détruite. Idem pour le Yediot Aharonot de ce matin qui consacre également sa première page à cette opération et à l'ensemble des médias israéliens. Ce matin, les médias soulignent le rôle déterminant joué par le Premier ministre de l'époque, Ehud Olmert, dans cette opération. Olmert qui a pris la décision cruciale d'attaquer, qui a su garder le secret jusqu'au bout, qui a permis à Israël de se libérer d'une véritable menace. Sachez que ce matin, donc, le Israël Hayom consacre pas moins de 27 pages, effectivement, 27 pages à cette affaire qu'il analyse sous tous ses angles. Le Yediot Aharonot lui consacre 22 pages. Alors, quelques commentaires que l'on peut trouver dans les quotidien israélien de ce matin à propos de cette opération. Yoav Limor, dans le Israël Hayom, écrit qu'à l'instant de vérité, la responsabilité de la sécurité repose entre nos mains uniquement, allusion au fait que les Américains se sont à l'époque défilés alors qu'il s'agissait d'une administration plutôt chaleureuse envers l'État d'Israël, l'administration de George Bush, et ils n'ont pas donc voulu s'impliquer et détruire la centrale nucléaire, peut-être probablement parce que les Américains étaient alors déjà ciblés ou en tout cas empêtrés dans l'Irak, dans le bourbier irakien, et c'est exactement ce qu'écrit Nadav Eyal ce matin dans le Yediot Aharonot. Ran Ben Barak, l'ancien numéro 2 du Mossad, explique les différences existant entre la Syrie de 2007 et l'Iran d'aujourd'hui. Il affirme que dans le cas de l'Iran, Israël ne dispose pas aujourd'hui de la capacité de détruire seul l'ensemble des installations nucléaires iraniennes et qu'il a besoin justement des États-Unis, ce qui n'était pas le cas pour cette centrale nucléaire syrienne qui n'était pas encore opérationnelle. Amnon Lord rappelle que David Makovsky, un très célèbre journaliste israélo-américain, avait déjà publié dans le New Yorker en septembre 2012 l'ensemble des informations liées à cette attaque, mais que cela n'avait jamais été confirmé par Israël. À la question de savoir pourquoi maintenant, Amnon Lord avance une explication régionale liée à la situation de la Syrie actuellement, mais il semble tout à fait évident que cette publication est liée au livre autobiographique qu'Ehud Olmert publie officiellement aujourd'hui, qui sera vendu dans les librairies à partir d'aujourd'hui, un livre qui relate dans 1 ou 2 chapitres en détail cette opération et les débats qui l'ont précédée et suivi. Le Yediot Aharonot insiste ce matin en première page sur ces débats, justement, en particulier un débat très houleux entre Ehud Olmert et Ehud Barak, qui était à l'époque le ministre de la Défense. Guerre mondiale au sein du cabinet restreint, titre ce matin le Yediot en première page. Olmert relate dans le chapitre donc, qui a été consacré à cette opération dans son livre autobiographique que Ehud Barak voulait retarder l'opération uniquement parce qu'il estimait que j'allais démissionner, écrit Olmert, et il voulait récupérer le crédit de cette attaque. Quant à Nahum Barnea, il accorde un crédit, lui, à tous les acteurs israéliens de cette opération, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le chef de l'armée de l'air et bien entendu les pilotes israéliens. D'ailleurs, ce matin, donc, comme je vous le disais, la radio israélienne a ouvert une édition spéciale à partir de 5 heures pour parler des différents aspects de cette opération. Les autres titres de l'actualité que l'on peut trouver dans les quotidiens israéliens, dans les sites d'information, les sites et l'ensemble des médias se font l'écho de la colère américaine après les insultes de Mahmoud Abbas envers l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, que Mahmoud Abbas a qualifié, je vous le rappelle, de fils de chien. Les Américains ont qualifié ces insultes de scandaleuses et côté israélien, Binyamin Netanyahou, qui entre-temps a repris son activité normale après plusieurs jours de grippe ou d'angine, affirmait hier que le Raïs palestinien réagissait comme un enfant à qui on venait de retirer un jouet avec lequel il s'était habitué à jouer. Pour la première fois, affirme le Premier ministre, une administration américaine exige des Palestiniens des actes concrets comme la reconnaissance du caractère juif de l'État d'Israël, l'arrêt du financement des salaires des familles aux familles des terroristes, et cela donc dérange apparemment Mahmoud Abbas qui refuse de s'y plier. C'est la preuve que les Palestiniens ne veulent pas véritablement dialoguer et encore moins parvenir à un accord, a dit le Premier ministre hier à Dimona lors d'une réunion exceptionnelle du Conseil des
des ministres. Et justement, durant cette réunion, Benyamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était entouré de factions de l'islam extrémiste et radical et qu'il avait besoin de défendre lui-même ses frontières. Nos ennemis doivent savoir qu'ils ne peuvent pas nous attaquer sans être conscients qu'ils devront payer le prix de leur attaque, a précisé M. Netanyahou. Et puis une déclaration intéressante dans les médias, celle faite par l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Benny Gantz, qui a affirmé hier que si Benyamin Netanyahou n'était pas inculpé, eh bien il méritait de continuer à diriger le pays. J'ai vu le Premier ministre en activité, c'est un poste astreignant. Monsieur Netanyahou est préoccupé 7 jours sur 7 par le sort de l'État d'Israël, a dit Benny Gantz, une déclaration de soutien qui n'a pas échappé aux observateurs. Et par ailleurs, Benny Gantz a affirmé qu'il envisageait de rentrer dans la vie politique et de se présenter aux prochaines élections législatives. Et puis enfin, tous les journaux parlent ce matin d'une victoire pour le ministre de l'Éducation Naftali Bennett, qui en dépit de l'opposition des présidents des universités israéliennes a réussi à faire reconnaître l'IDC, l'Institut multidisciplinaire d'Herzliya, comme une université à part entière. Hier, un étudiant en doctorat de ce Bentroumi, du célèbre Bentroumi, un étudiant en droit, en doctorat de droit, a vu sa thèse validée, et c'est une bonne surprise pour cet institut prestigieux qui obtient donc une reconnaissance de la part du Conseil des universités israéliennes, en dépit de l'opposition de certains présidents d'autres universités qui ne veulent pas que ces universités se multiplient sur le territoire israélien. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une petite pause et Eliana Gurfinkel reviendra pour interroger notre second invité qui est un spécialiste du high-tech qui a reçu un prix particulier pour une découverte dans le domaine, en tout cas pour sa société qu'il a créée il y a quelques mois. Il s'agit de Simon Cheval. C'est lui qui sera interrogé par Eliana Gurfinkel dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.